bonjour à toutes et à tous. Bon, avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de ce très beau colloque. Voilà, alors on s'interrogera dans le cadre de cette communication sur les enjeux que l'art peut représenter pour le renforcement du plurilinguisme. Que le plurilinguisme soit entendu comme existence ou émergence de compétences plurilingues et pluriculturelles chez un individu, ou qu'il soit envisagé au plan collectif, comme réalité ou comme projet. Dans quelle mesure l'art, pratique de réception, de production ou matière à réflexion, peut-il favoriser la capacité à se décentrer, capacité essentielle à un plurilinguisme individuel, mais aussi à l'élaboration de politiques plurilingues, considérant les cultures dans une approche interculturelle égale en dignité. Nous nous pencherons sur le décentrement que l'art est susceptible de permettre, notamment depuis l'expérience esthétique, le dissensus et la créativité, en envisageant le décentrement comme, je cite, et vous avez la citation sur le PowerPoint, comme la capacité, donc le décentrement, comme la capacité à prendre distance d'avec soi, ses repères, ses convictions, sa vision du monde, pour aller à la rencontre d'autrui, selon la définition donc, du chercheur en théorie politique Pierre-Étienne Van Damme. Ces réflexions nous conduiront vers les productions artistiques contemporaines, propices à la déstabilisation des points de vue autocentrés et essentialistes. Cela nous permettra d'introduire une séquence pédagogique conçue pour un enseignement d'espagnol universitaire à partir de la pièce du dramaturge espagnol José Sánchez Sinisterra intitulée « Monsieur Goya, una indagación », un texte multilingue et plurilingue, illustrant ce que l'auteur définit comme une dramaturgie frontalière, fronteriza en espagnol, une dramaturgie qui questionne la pratique scénique et invite à s'interroger sur la façon dont le langage influence notre manière de penser le monde. Je ne vous ai pas présenté voilà, cette affiche du spectacle de la représentation de Monsieur Goya, Una indagación. Vous comprendrez pourquoi Monsieur est en français un peu plus tard, si vous ne le savez pas déjà. Bien, donc dans son article « L'expérience de l'altérité de l'art ou l'art comme expérience de l'altérité », le philosophe et esthéticien François Soulages rappelle combien le plurilinguisme requiert une déconstruction de l'ethnocentrisme et établit un parallèle intéressant entre plurilinguisme et expérience artistique dans cette citation qui est reproduite donc à l'écran et que je lis avec vous. Pour entrer dans une pensée de l'Europe de demain, ce non-savoir préliminaire s'impose. Il en est de même pour entrer dans une œuvre d'art. Dans les deux cas, la croyance dans ses propres opinions est un obstacle irrémédiable. Il faut donc y aller nu et faire un détour, un long détour qui mène forcément quelque part. Mais où ? Pierre-Étienne Van Damme évoque quant à lui la capacité de l'art à susciter le décentrement au plan à la fois affectif, c'est-à-dire ressentir l'altérité, et cognitif, être invité à réfléchir sur l'altérité, dans un mouvement d'ouverture à l'autre, mais aussi d'autoréflexion à l'égard de ses propres habitudes de perception. Par ailleurs, comme le souligne François Soulages, l'expérience du décentrement peut survenir dans la rencontre avec une autre culture, représentée ou exprimée par l'œuvre d'art, mais également dans la confrontation avec cet autre langage qu'est le langage artistique, en général et spécifique à l'œuvre d'art ou propre à l'artiste. Les œuvres sont des mondes, et pour connaître un monde, il faut entrer en lui, l'habiter, bref, en faire l'expérience, écrit le philosophe et théoricien de l'art Jean-Marie Schaeffer, et vous avez la citation à l'écran. L'art apparaît ainsi comme une médiation dissensuelle, pour reprendre une expression de l'artiste et chercheur Arnaud Théval, qui travaille notamment sur les enjeux sociétaux de l'art au sein des institutions hospitalières et pénitentiaires. Selon Arnaud Théval, l'art, par les divergences d'interprétation ou de représentation qu'il provoque, favoriserait l'ouverture à l'autre et le vivre ensemble. Il dit « Si l'art peut encore éduquer, c'est peut-être à aider à considérer des paroles divergentes et des imaginaires singuliers, à contribuer à l'émergence d'autres formes de pensée et d'esthétique, révélant ou renforçant des possibilités de relations dans la vie de la cité. » Le décentrement suscité par l'expérience artistique est susceptible de se produire en contexte de réception, mais aussi de production.
Si l'expression artistique se caractérise par une dimension personnelle, intime, elle implique l'incorporation de réalités autres, formelles ou thématiques, et donc un déplacement. Le geste créatif, sur lequel repose l'expression artistique, relève par ailleurs lui-même d'un pas de côté, si l'on entend la créativité comme, et je lis avec vous cette citation, la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste, une définition célèbre et souvent citée, donc à partir des travaux de Todd Lubar. En matière de décentrement, peut-on considérer que toutes les œuvres artistiques se valent? La réponse est bien évidemment négative, bien qu'il demeure difficile d'établir les critères de genre ou d'esthétique d'une telle distinction, tant il semble relatif aux sensibilités, aux milieux et aux époques. Sans nier cette relativité, on peut toutefois observer dans la production artistique contemporaine une tendance forte à la déstabilisation du point de vue autocentré et de l'essentialisme. Tout en ayant bien conscience des débats autour de la définition de l'art contemporain et de son hétérogénéité, bien sûr, nous partageons ce constat de la philosophe de l'art Carole Talon-Hugon lorsqu'elle dit, et je lis avec vous sa citation, « L'art contemporain a sérieusement ébranlé 3 certitudes sur lesquelles les esthétiques fondaient jusque-là leur assurance. Savoir ce que c'est qu'une œuvre, ce que c'est qu'un genre, ce que c'est que l'art. » Cette remise en cause des certitudes est propice à la réflexivité, mais aussi à l'émergence d'un sentiment de décalage, d'étrangeté. En ce qui concerne les arts de la scène, Patrice Pavis rappelle la place significative du décentrement dans la performance contemporaine, tant au niveau de la mise en scène que de l'effet produit sur le public. Il explique en effet, la citation est un peu longue, mais elle est intéressante, je la lis avec vous. Alors qu'en dramaturgie et en jeu classique ou naturaliste, l'acteur doit avant tout s'efforcer de se recentrer, de trouver une union harmonieuse du corps et de l'esprit, dans la performance contemporaine, postmoderne ou post-dramatique, l'acteur au contraire ne cherche plus cette union, d'ailleurs impossible. Peu à peu, le spectateur de la performance contemporaine s'éloigne de son ancienne obsession pour l'harmonie, la perspective centrale, la structure cohérente, le centre stable. Il accepte de se laisser entraîner par une esthétique du débordement, des marges, de la liminalité. Sa perspective s'inverse, à l'image de celle de l'anthropologue, adoptant pour un moment la perspective de l'autre. Alors je voudrais illustrer ces réflexions en vous présentant quelques activités pédagogiques pour l'enseignement de l'espagnol conçues à partir de la pièce de théâtre Monsieur Goya, una indagación du dramaturge espagnol José Sánchez Sinisterra. Alors je vous le dis très simplement, il ne s'agit pas de résultat d'une recherche de terrain, mais modestement de la présentation d'un dispositif pédagogique. José Sánchez Sinisterra figure parmi les auteurs les plus connus et reconnus de la scène espagnole contemporaine. Toutefois, ses œuvres sont encore peu investies dans les enseignements d'espagnol. Ces textes s'y prêtent pourtant, non seulement par la place qu'il donne à la culture et à l'histoire des airs hispanophones, comme sa célèbre pièce Ay Carmela, ou sa Trilogia Americana, mais aussi par leur esthétique frontalière, pour reprendre un adjectif cher à l'auteur. Cette esthétique, c'est celle d'un théâtre qui transgresse les conventions et explore les limites de la théâtralité pour tenter d'exprimer la complexité du réel. Sánchez Sinisterra privilégie un théâtre épique, marqué par une esthétique du dépouillement, du translucide, selon les concepts développés par le dramaturge qui est aussi théoricien de théâtre. Il joue avec les repères d'espace et de temps, donne le premier rôle aux personnages marginaux, oubliés de l'histoire, et affectionne le flou, la confusion, l'ambiguïté, l'hybridité et la métathéâtralité, en impliquant le public qu'il souhaite rendre actif. Sans abandonner l'identification avec les personnages, source d'empathie, Sánchez Sinisterra rompt avec les règles du théâtre classique et la recherche de réalisme qu'il condamne comme l'artefact d'une idéologie bourgeoise. Les mots, le langage et l'esthétique ne sont pas anodins, ils reflètent et façonnent le réel. Le contenu est dans la forme, affirme l'auteur, c'est une citation de José Sánchez Sinisterra, le contenu est dans la forme. Recourir au théâtre de José Sánchez Sinisterra en classe de langue peut être un moyen d'inviter les apprenants à réfléchir sur le langage et à questionner leurs habitudes de pensée et d'expression.
C'est une matière propice à l'exercice du décentrement dans sa dimension à la fois sensible et cognitive. C'est ainsi que nous avons conçu en 2020, dans le cadre d'un enseignement d'espagnol pour la préparation au niveau B2 dans la spécialité Arts et Lettres dans les mondes hispaniques, donc au sein de l'Université Toulouse Jean Jaurès, une séquence pédagogique portant sur la pièce Monsieur Goya, una indagación, que l'on pourrait traduire par Monsieur Goya, une recherche ou une exploration, une investigation. Ce texte, que Santi Sinisterra a écrit en 2018-2019, relate la vie de Francisco de Goya, mais sans que le célèbre peintre n'apparaisse sur scène. L'action se situe à Bordeaux, dans les années 1820, alors que Goya y vit en exil. Les réalités bordelaises et madrilènes s'entrecroisent, parfois même se superposent, tandis que les proches de Goya se souviennent. Ces autres, qui font partie de la petite histoire, évoquent l'importance de l'œuvre de Goya et l'engagement de l'artiste. Le caractère avant-gardiste de ces tableaux et de ces gravures apparaît sur scène à travers une scénographie qui les mime. Théâtre et art plastique se mêlent dans une esthétique intermédiaire qui croise plusieurs médias. Les étudiants, à travers cette séquence pédagogique, sont incités à s'interroger sur le caractère subversif de l'œuvre de Goya, notamment de ses gravures et de ses peintures noires, et sur la dimension expérimentale de la pièce de Santi Sinisterra, qui tente de rendre hommage à Francisco de Goya en mettant en avant son intemporalité et son universalité. Pour cela, sont proposées aux étudiants des activités de compréhension, d'expression et de création collective réalisées en espagnol et dont vous verrez sur le PowerPoint la reproduction du support pédagogique ou de la grande partie, disons, du support pédagogique. Alors, des premières activités d'écoute, de lecture et d'analyse de peinture ou de gravure ont été pensées pour permettre aux étudiants de découvrir ou de mieux comprendre la modernité de l'œuvre de Goya et son influence sur les artistes espagnols contemporains. Ces activités préliminaires conduisent les étudiants à entrer dans l'œuvre Monsieur Goya, una indagación avec des connaissances devant leur en faciliter la compréhension. Une activité d'analyse d'extrait vise à identifier les éléments constitutifs de la pièce et son esthétique et à s'interroger avec ces étudiants, je le rappelle, du parcours de spécialité Arts et Lettres dans les mondes hispaniques, sur les ressorts et les effets de croisement de différents médias, depuis les théories de l'intermédialité, une approche conceptuelle particulièrement mobilisée dans l'étude des productions artistiques contemporaines. S'ensuit une activité d'incorporation du texte à travers un exercice de lecture dramatique d'extraits les plus significatifs de la pièce, par une mise en voix et une mise en corps, censée mener les étudiants à une connaissance globale de l'œuvre et à une réappropriation ou redéfinition de la salle de classe envisagée alors comme espace scénique. Ce cheminement conduit les étudiants à la tâche finale, qui consiste en une réécriture collective de la fin de la pièce en groupe et à sa mise en scène sous la forme de lecture dramatique. Le texte de Santi Sinisterra, s'achevant sur une fin ouverte marquée par la choralité entre de très nombreux personnages, les étudiants disposent d'une grande liberté. Alors, si les étudiants sont contraints par une consigne linguistique de longueur et par l'obligation d'évoquer théâtralement des œuvres de Goya, dans le texte ou à travers la scénographie, carte blanche leur est donnée quant à la mise en scène. Dans l'évaluation de cette tâche finale, entre en compte le respect de la consigne linguistique et le niveau de langue pour 50%, la créativité dans l'écriture pour 25% et la qualité et l'originalité de la mise en scène et du jeu pour 25%. Les étudiants sont incités à une expression à la fois théâtrale et plastique, dans une tâche créative s'ancrant dans une esthétique expérimentale qui les pousse au décalage, au décentrement, aussi bien linguistique que culturel et esthétique, de façon tant intellectualisée qu'expérientielle. Les travaux de ces étudiants, donc, j'ai utilisé cette séquence plusieurs années, donc c'est avec ce recul-là que je m'exprime. Leurs travaux, différents à plusieurs égards, ont jusqu'à présent montré un engagement personnel fort, une richesse significative au plan linguistique et culturel, et une créativité esthétique, ainsi qu'une sincérité, une authenticité dans la réalisation de la tâche. Alors cette séquence est amenée à évoluer, elle évolue d'année en année, elle est amenée encore à évoluer suite aux remarques des étudiants qui l'ont réalisée l'année dernière et qui, pour certains, auraient voulu être confrontés au jeu théâtral plus tôt, dès le début et tout au long de la séquence.
Donc il est donc envisagé, à partir de cette année, au second semestre, de traiter des activités de compréhension et d'analyse, non plus uniquement à partir de l'exploitation de supports textuels et audiovisuels, mais en intégrant dans le traitement de ces supports le jeu théâtral. Voilà un défi que nous tenterons de relever. Bien, donc, en conclusion, je dirais que si l'expérience du décentrement est favorable à l'émergence ou à la consolidation de compétences plurilingues et pluriculturelles, et si l'art est propice à cette expérience du décentrement, il est bien sûr indispensable de s'interroger sur les conditions de l'utilisation de l'art en classe de langue, en particulier sur les genres, les esthétiques, les formes artistiques utilisées, auprès de quel public et selon quelle mise en œuvre. Je vous remercie. Merci Émilie. Juste 28 secondes de débordement. Merci d'avoir bien géré le temps et merci également d'avoir bien écouté Coulardo qui demandait de faire du comparatisme en classe. Et là, quand je t'entends parler de théorie de l'intermédialité, je me dis, c'est comme s'il s'était passé le mot. Donc, merci d'avoir chauffé la salle. On va écouter la dernière vidéo.